الرؤساء يؤيدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État, Michel Sleiman, est à Riyad ce lundi où il s'est entretenu avec le roi Abdallah d'Arabie en présence du chef du courant du futur Saad Hariri. 2 personnes ont péri et 5 autres ont été blessées suite au renversement d'un bus à Kahalé. Les circonstances de ce drame demeurent floues. Le Conseil national syrien accepte de participer à la conférence de paix Genève 2, mais fixe plusieurs conditions. Le secrétaire d'État américain John Kerry parle d'un grand pas. Et à suivre également dans ce journal, 4 jours après le passage du typhon Ian aux Philippines, l'aide internationale s'organise. Le bilan, toujours provisoire, est de 10 000 morts. Le chef de l'État, Michel Sleiman, est à Riyad ce lundi où il s'est entretenu avec le roi Abdallah d'Arabie en présence du chef du courant du futur Saad Hariri. Sleiman devait également se concerter avec le prince héritier Salman et le ministre des Affaires étrangères Saoud El Faisal. Des entretiens axés sur les derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête la crise gouvernementale au Liban et les répercussions de la crise syrienne. La commission parlementaire des télécommunications a tenu ce lundi une réunion urgente consacrée au matériel d'espionnage installé par Israël le long de la frontière libanaise. Son chef Hassan Fadlallah a affirmé que le nombre des installations israéliennes a considérablement augmenté au cours des 2 dernières années, passant de 21 en 2010 à 39 en 2013. Fadlallah parle d'une atteinte à la souveraineté du Liban et d'un danger pour tous les Libanais, sans exception. Il a également appelé le gouvernement à déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant Israël d'avoir violé la résolution 1701. Le procureur général par intérim, après la Cour de cassation, le magistrat Samir Hamoud a chargé ce lundi le bureau des investigations criminelles d'interroger le secrétaire général du Parti arabe démocratique, Rafat Aïd, suite à une plainte déposée par les forces de sécurité intérieure. Samedi, Aïd s'en est pris violemment au service de renseignement des FSI, les accusant d'être des agents contre le Liban. Je vous rappelle que le chef du Parti arabe démocratique, Ali Aïd, est sous le coup d'un mandat d'amener par la justice dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli le 23 août dernier. Je vous le disais en titre, 2 personnes ont péri et 5 autres ont été blessées suite au renversement d'un bus à Kahalé, près de Baabda. Le bus qui transportait 13 personnes a heurté le mur d'une maison avant de se renverser. L'accident a en outre causé un embouteillage monstre dans la région. Les circonstances de ce drame demeurent floues. Le Conseil national syrien accepte de participer à la conférence de paix Genève 2, mais fixe plusieurs conditions à l'exigence d'un calendrier pour le départ du dirigeant syrien et d'un cessez-le-feu préalable à la négociation formulée à Londres le mois dernier. La coalition ajoute cette fois 2 préconditions qui paraissent tout aussi inacceptables par Damas, l'imposition d'un sanctuaire humanitaire dans les zones assiégées et la libération de tous les prisonniers politiques. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé ce lundi que la décision de la coalition nationale de l'opposition syrienne de participer à la conférence de paix de Genève était un grand pas. Et toujours en Syrie, les violences ne connaissent aucune trêve. L'armée a repris une base militaire stratégique près de l'aéroport international d'Alep, dans le nord du pays. L'endroit était depuis février aux mains des rebelles. Par ailleurs, l'ONG Human Rights Watch a accusé l'armée de l'air syrienne d'avoir utilisé des bombes incendiaires lors de dizaines de raids au cours des 12 derniers mois, y compris un engin d'une demi-tonne qui a tué 37 personnes fin août dans une école de la province d'Alep. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les cérémonies du 11 novembre en France qui lancent les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. François Hollande a déposé une gerbe au pied de la statue de Georges Clémenceau, père de la victoire, chef du gouvernement lors de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Le président français a ensuite remonté l'avenue des Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de ravivage de la flamme devant le tombeau du soldat inconnu. Ce n'est pas à Genève qu'a été conclu un accord sur le nucléaire iranien, mais à Téhéran ce lundi, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran sont parvenus à un accord sur une feuille de route pour une coopération afin de régler plusieurs points d'achoppement sur ce dossier. Yuki Amano, responsable de l'AIEA, est en visite dans la capitale iranienne et il s'est notamment entretenu avec Ali Akbar Salehi, le chef de l'organisation nucléaire iranienne.
Et dans l'est de la capitale iranienne, le vice-ministre de l'Industrie, Safdar Ahmad Abadi, a été tué par balle alors qu'il montait dans sa voiture. 2 coups de feu tirés de l'intérieur du véhicule. La police n'a procédé à aucune arrestation. D'autres meurtres ont eu lieu récemment, prenant pour cible des militaires, des procureurs et des scientifiques. Les États-Unis ont nié toute implication. Israël ne fait aucun commentaire. Le gouvernement grec écarte une motion de censure. Elle avait été déposée par le parti de gauche radical Syriza qui entendait dénoncer une nouvelle fois la politique d'austérité imposée au pays en échange de l'aide financière de la Troïka. La Troïka qui se trouve actuellement dans le pays pour faire le point. La coalition au pouvoir a toutefois perdu un élu et n'a plus que 4 sièges de majorité au Parlement. Restez des nôtres au retour de la pause. La capsule russe Soyouz et ses 3 membres d'équipage ont atterri sans encombre dans les steppes du Kazakhstan. Retour sur le plateau de l'info, 4 jours après le passage du typhon le plus puissant à avoir touché la région. C'est un spectacle de désolation qu'offrent les Philippines. Le bilan, toujours provisoire, est de 10 000 morts. L'aide internationale s'organise. L'Union européenne va donner 3 millions d'euros. L'Australie et la Grande-Bretagne, presque 20 millions de dollars. Selon les autorités, 2 millions de personnes sont sinistrées et jusqu'à 4 millions d'enfants pourraient être touchés par les conséquences du typhon. Et la tragédie continue. Une dépression tropicale s'annonce à son tour sur la région. Et au milieu du chaos, un miracle fragile. Vous allez le voir, ce bébé s'appelle Bea Joy, comme sa grand-mère, emportée vendredi donc, par la vague. Le typhon Haiyan continue sa route. Il a touché les côtes du Vietnam où la population se terre même s'il a perdu sa puissance. Les vents soufflent désormais entre 120 et 160 km/h. Ce sont les pluies diluviennes qui l'accompagnent qui pourraient provoquer inondations et glissements de terrain. Dans le Vietnam, 600 000 personnes ont été évacuées. À Hanoï, les gens stockent la nourriture pour plusieurs jours. Les bateaux dans beaucoup de régions ont été rappelés au port, plusieurs centaines de vols annulés et les écoles pour la plupart ont été fermées dans le nord du pays. La Chine, qui partage une frontière avec le Vietnam au nord justement, a émis une alerte rouge au typhon, c'est la plus forte pour le pays. Le typhon a déjà fait au moins 6 morts dans le sud de la Chine. Et le typhon Haiyan est une réalité qui donne à réfléchir, c'est ce qu'a déclaré la responsable climat de l'ONU à Varsovie, en Pologne aujourd'hui, où s'est ouverte ce lundi la 19e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Le représentant philippin va lui observer un jeûne de 12 jours pour obtenir des progrès. Cette conférence lance 2 années de négociations qui doivent déboucher en 2015 à un accord global et légalement contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet accord succéderait au protocole de Kyoto signé en 1997 et qui a été prolongé jusqu'en 2020. La communauté internationale s'est fixée comme objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, si rien n'est fait, la température pourrait encore croître de près de 5 degrés d'ici la fin du siècle, selon les experts climat. Maintenant, la capsule Soyouz, je vous le disais, et ses 3 membres d'équipage ont atterri sans encombre tôt ce matin dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale. Le cosmonaute russe Fyodor Lurchink, l'astronaute américaine Karen Nyberg et le spationaute italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne ont passé 166 jours en orbite. Leur mission aura notamment été marquée par le passage historique de la flamme olympique en vue des JO donc de Sochi. La torche a passé 4 jours dans l'ISS et dans l'espace pour un étonnant passage de relais dans les étoiles. Elle va poursuivre son parcours sur Terre jusqu'aux Jeux qui débuteront le 7 février prochain entre la mer Noire et les montagnes du Caucase. Donc vous le voyez sur ces images. Donc l'arrivée de la capsule russe Soyouz et ses 3 membres d'équipage dans les steppes du Kazakhstan en Asie centrale. MTV European Music Awards, c'était hier soir à Amsterdam aux Pays-Bas. Et tout d'abord, regardez
Je n'ai pas de place dans mon sac pour le trophée, mais j'ai trouvé ça, dixit Miley Cyrus, après avoir reçu le prix de la meilleure vidéo. Ça, c'était un joint, ou ce qui ressemblait à un joint que la chanteuse pop américaine a fumé sur scène. Et Miley Cyrus a été récompensée pour le clip Wrecking Ball. Et maintenant, le prix de la meilleure artiste féminine, lui, est revenu à Katy Perry. La star américaine avait auparavant chanté dans les airs. Eminem a été, lui, le grand vainqueur de la soirée en remportant 2 prix, celui du meilleur artiste hip-hop et celui d'icône planétaire. Le rappeur américain avait été récompensé une semaine auparavant par les premiers YouTube Music Awards. Et maintenant, des images très surprenantes en Russe, complètement nues sur la place rouge à Moscou. Ces images ont été tournées hier, dimanche 10 novembre. Après s'être entièrement déshabillé, Piotr Pavlensky a cloué ses organes génitaux entre des pavés près du mausolée de Lénine. Le jeune homme de 29 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, a été conduit brièvement à l'hôpital avant d'être transporté dans un commissariat de police. Il n'en est pas à sa première performance extrême. En 2012, il s'était cousu les lèvres en signe de soutien au groupe contestataire russe Pussy Riot, dont 2 membres purgent une peine de 2 ans de prison pour avoir chanté une prière punk contre le président russe Vladimir Poutine dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le chef de l'État, Michel Sleiman, est à Riyad ce lundi où il s'est entretenu avec le roi Abdallah d'Arabie en présence du chef du courant du futur, Saad Hariri. 2 personnes ont péri et 5 autres ont été blessées suite au renversement d'un bus à Kahale près de Baabda. Les circonstances de ce drame demeurent floues. Le Conseil national syrien accepte de participer à la conférence de paix Genève 2, mais fixe plusieurs conditions. Le secrétaire d'État américain John Kerry parle d'un grand pas. Et 4 jours après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, l'aide internationale s'organise. Le bilan, toujours provisoire, est de 10 000 morts. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt. رؤساء ثلاث يؤيدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان